Donc là, faut parler de cinéma au lieu de jouer à Starfield. Heureusement qu'on aime ça, j'ai envie de te dire. Allez du cinéma! Allez du cinéma, Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, on est de retour dans le vrai décor, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le site mondialement connu Rotten Tomatoes manipulé de l'intérieur avec des critiques de films recevant des pots de vin. Vous trouvez ça absurde, c'est pourtant les révélations récentes que l'on décrypte ensemble. À côté de ça, les cinémas parisiens envahis de puces, de lits, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est aussi alarmant que ça? Est-ce qu'on va tous se gratter? En tout cas, on va en parler. Dans la partie podcast, on abordera un article anglais qui se rend compte que les Français sont trop stylés, et dans la partie YouTube, je vous emmène visiter les Hollywood Horror Night pour voir quel film d'horreur fait frissonner les parcs d'attractions. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui nous fera voyager en Italie. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci à ceux et celles qui écoutent l'émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Merci d'avoir été présents malgré le fait que je l'étais pas beaucoup ces dernières semaines vu que j'ai enchaîné, comme je vous le disais, un déplacement en France, etc. Je suis de retour et l'émission va reprendre son format normal. Puisque là, ça sort un samedi matin, donc c'est le mauvais exemple, mais à partir de lundi, voilà, tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, vous retrouverez l'émission en podcast ou sur YouTube. Du coup, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous aux différentes plateformes de podcast et comme ça, vous l'avez directement dès que ça sort. Allez, c'est parti pour les sujets du jour. J'ai dit abonnez-vous. C'était pas le bon mot, je crois. Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes? Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité. Rotten Tomatoes. Alors, j'ai souvent parlé de ce site internet dans l'émission, mais j'ai jamais vraiment expliqué en quoi ça consistait. Et vu qu'on va rentrer assez en profondeur sur une grosse polémique qui entoure ce site, autant redonner un petit peu de contexte sur qu'est-ce que c'est que Rotten Tomatoes. Avec un accent bien français. Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, c'est ce qu'on appelle un agrégateur de critiques. En gros, un site internet qui va récupérer l'avis d'énormément de journalistes cinéma, de blogueurs, de critiques, etc. pour essayer de tous les concentrer en un seul endroit et donner du coup des pourcentages de est-ce que tel film est bien ou est-ce que tel film est pas bien. Et globalement, si t'es journaliste aux États-Unis et que t'es pas sur Rotten Tomatoes, t'as raté ta vie. Je commençais à prendre la liste de tous ceux qui y sont. Dans les plus importants, il y a le Wall Street Journal, Entertainment Weekly, le Times, la BBC, Vanity Fair, Hollywood Reporter, et sans compter tous les blogs et les journalistes un peu moins connus. Bref, il y a énormément de monde qui donne son avis et qui est recensé à l'intérieur de Rotten Tomatoes. Pour faire une petite comparaison très à la française, essayez d'imaginer quand vous allez sur une fiche de film Allociné et que vous voyez la note critique et la note public. Et la note critique, la moyenne qui est donnée sur la fiche Allociné, ça correspond à la moyenne qui a été faite de toutes les critiques de films par tous les journaux français qui en ont fait la critique. Et là, tout le site fonctionne autour de ce principe-là. Alors, à la différence de Allociné où c'est noté sur 5 étoiles, donc c'est une moyenne quand même qui bouge un petit peu, où il y a un peu des variations, Rotten Tomatoes est beaucoup plus binaire que ça, parce que le site est beaucoup plus radical que ça. En gros, c'est soit t'as aimé le film et donc ta critique affiche une belle tomate toute fraîche, soit t'as pas aimé le film et le site affiche une tache de tomate éclatée, une tomate pourrie. Voilà. Du coup, ils récupèrent tous les mini-avis de tout le monde, toutes les tomates fraîches, toutes les tomates pourries, et ils en font un pourcentage, et ce pourcentage va donner une note à chaque film, et chaque film, en gros, suivant sa note, est certifié d'une manière différente. Au-delà de 75%, tu es certified fresh, voilà, c'est un film qui est une valeur sûre, tu peux aller le regarder sans problème, c'est un bon film. Entre 60 et 75%, c'est juste fresh, c'est quand même un bon film, et en dessous de 59%, tu es considéré comme rotten, comme une tomate pourrie. Voilà, le film est pas très bon. Bon, le site étant américain, il est très américano-centré sur ses avis. Je suis allé récupérer quelques pourcentages présents sur le site Rotten Tomatoes. Mais par exemple, Batman v Superman est à 29%, Las Vegas Parano est à 50%, The Flash et Watchmen sont au coude à coude parce qu'ils sont à 63 et 64%, Jurassic Park est à 91% et Black Panther à 96%. Et là, normalement, après l'énoncé de tous ces pourcentages sur Rotten Tomatoes, vous devez vous dire... Mais c'est complètement con ce site, parce que c'est super binaire en fait, c'est-à-dire juger l'entièreté du cinéma par juste le prisme de c'est bien ou c'est pas bien, c'est quand même extrêmement réducteur et ça peut donner lieu, comme on le voit régulièrement sur le site internet, à de véritables aberrations. Moi je suis allé regarder des pourcentages de films que j'aime bien, mais juste La fin du monde de Xavier Dolan est à 44%, Neon Demon est à 58%, je peux continuer longtemps avec le nombre de pourcentages où je suis là, mais ça va pas la tête de noter les films comme ça? Ce qu'il faut comprendre autour de Rotten Tomatoes et de ce pourcentage de films, c'est que c'est un truc qui est très utilisé par le public américain pour se faire une idée rapide de est-ce qu'un film est réussi ou pas. Ils regardent le pourcentage et grâce au pourcentage, ils se disent ok, ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil parce que le site donne une tendance qui est souvent, parfois beaucoup, très régulièrement absurde, mais une tendance. Après, soyons honnêtes, je pense que si vous regardez l'émission, vous n'êtes pas dans ce point de vue-là non plus, mais il faut pas se bloquer à un pourcentage sur un site pour avoir envie de regarder un film. Non, si t'as envie de voir un film,
bah tu regardes un film et tu te fais ton propre avis. Faut pas qu'un pourcentage sur un site internet t'empêche d'aller regarder tel ou tel film. Faut que tu découvres des trucs aussi. Et comme sur Allociné, il y a aussi une partie vote du public où les gens, bah il y a un pourcentage qui correspond pas aux professionnels mais au vote du public. Je rentrerai pas dans l'analyse des votes du public de Rotten Tomatoes parce que ça mériterait une vidéo en entier. Pour être tout à fait honnête, ne serait-ce que sur la notion de review bombing qu'on voit émerger depuis quelques années, où quand il s'est passé tel drama, et ben un film va recevoir énormément de mauvaises notes qui vont plomber sa note et la faire plonger vers les 0%, ne serait-ce parce que bah ils sont pas d'accord avec tel truc qu'il y a dans le film. Voilà, on pourrait en parler très 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 longtemps de la notion de review bombing et de la note du public. Restons sur les notes des professionnels. Et si on veut être un peu cash et parler que de la note des professionnels, des agrégateurs critiques qui récupèrent les notes des professionnels, mon avis sur la question, c'est que c'est de la merde. Voilà, je trouve que ce genre de site, c'est de la merde, et si ce n'est pour essayer d'analyser une certaine tendance, une certaine vision de professionnels américains concernant un long métrage, sorti de ce cas-là, les agrégateurs critiques, c'est de la merde. Et je suis désolé, je pense exactement la même chose de la moyenne presse qu'on retrouve sur les fiches Allociné. Je vais dire un truc un peu cash qui risque de m'attirer 2-3 problèmes, mais c'est vraiment mon point de vue sur la question. Mettre sur le même pied d'égalité, de pertinence critique, la critique d'un film faite par Biba et Télé Loisirs et celle faite par les Cahiers du Cinéma ou Télérama, ça me semble au mieux absurde, au pire totalement con. Parce qu'en fait, derrière ce chiffre qui va mixer toutes les critiques, eh ben on enlève le plus important dans la critique cinéma, qui est la personne qui te parle du film, la personne qui réalise la critique du film que t'es en train de lire. Parce que cette pratique, elle tend à invisibiliser la pensée individuelle, en essayant de tout cacher derrière un nombre pour les réunir tous, mais qui au final oublie que ce qui est intéressant dans la critique, c'est aussi la pensée critique de la personne qui réalise la critique, son parcours, son vécu, qu'est-ce qu'il aime comme film d'habitude. Je veux dire, je lis pas pareil la critique d'un film faite par Éric Nehoff dans le Figaro quand je sais ce qu'il pense du système de production français, pensée avec lequel je suis totalement en désaccord, ou par exemple quand je vais lire des critiques de films faites dans Mad Movies et dans l'écran fantastique quand je sais que tel journaliste a défendu telle pensée d'un certain courant de cinéma de genre. Voilà, je lis pas pareil leurs critiques que quand je tombe à côté sur une critique qui est faite par des journalistes qui notent tous les films qu'ils voient 4 sur 5 ou 5 sur 5. Et je vais pas citer de nom, mais on les connaît, les journalistes qui notent tous les films 4 sur 5 ou 5 sur 5. Il y a aucun film qu'ils aiment pas. C'est épatant quand même. Bref, vouloir exactement tout mélanger comme si tout avait la même valeur, pour moi ça a pas beaucoup de sens. Vouloir tout mixer pour essayer de le dissimuler derrière un pourcentage unique, comme je le disais, ça invisibilise les personnes qui créent ces critiques, qui créent de la pensée critique autour du cinéma. Et ça les mélange tous dans le même gloubi-boulga. Comme je disais, c'est au mieux absurde, au pire complètement con. Ça peut servir d'indicateur, pourquoi pas de loin, pour analyser une tendance. Mais se dire qu'une grande partie du public américain prend ça comme une vérité absolue, c'est particulièrement effrayant quand même. Surtout qu'en plus, certains viennent d'une génération où à la télé aux États-Unis, t'avais les journalistes critiques Siskel et Ebert, et quand tu les voyais, eux, parler de cinéma à la télé, tu comprenais leur parcours, tu savais quel film ils avaient défendu, quel film ils avaient détesté, et donc, au moment où ils venaient célébrer un film ou l'enterrer, tu savais aussi que ça s'inscrivait dans un certain mouvement de pensée. C'était pas juste un chiffre qui dit, ça fait bien, et ça fait pas bien. Voilà, c'est complètement idiot. Mais aux US, Rotten Tomatoes, le pourcentage indiqué sur un film, a une telle importance que très souvent, quand un nouveau film sort, quand un gros blockbuster sort, un des premiers chiffres qu'on va regarder, c'est son pourcentage sur Rotten Tomatoes. Très souvent, quand un gros film sort, tu vas avoir une annonce qui va être faite du style machin a débuté avec tel pourcentage, et donc c'est un indicateur. Et pour terminer cette présentation déjà beaucoup trop longue sur cette valeur qui est visiblement ultra reconnaissable en Amérique, j'avais envie de vous citer le réalisateur Paul Schrader, scénariste et réalisateur Paul Schrader, qui a dit concernant Rotten Tomatoes: les studios n'ont pas inventé Rotten Tomatoes et la plupart d'entre eux n'aiment pas ça. Mais le système est cassé. Le public est plus con qu'avant. Les gens normaux ne lisent plus les critiques. Et Rotten est quelque chose que les studios peuvent manipuler, alors ils le font. Donc là, on peut se dire, Paul Schrader, un peu complotiste, qui dit que les chiffres de Rotten Tomatoes sont manipulés. Et vous savez quoi ? Grâce à un article tout récent de Vulture, on a maintenant la preuve que les chiffres de Rotten Tomatoes ont été manipulés. Sans déconner. Les bras m'en tombent. Vraiment, je m'en suis pété un vérin là. Au bout d'un moment aussi, il faut arrêter d'être naïf sur certaines questions. Quand une valeur a autant d'importance pour des studios américains, il serait étonnant que ces mêmes studios viennent pas essayer de manipuler cette valeur pour qu'elle les aide un petit peu à faire plus d'entrées derrière. Alors comme je disais, Vulture a sorti un gros article qui s'appelle The Decomposition of Rotten Tomatoes, la décomposition de Rotten Tomatoes, la mesure la plus overrated des films, réductrice et facilement piratée, et pourtant elle tient Hollywood sous son emprise. Bon alors c'est un très long article que je vous ai mis en description, allez le lire, attention Vulture, t'as droit à un seul article par jour, donc quand vous aurez cliqué sur l'article, lisez-le et après vous pourrez plus retourner sur Vulture. Mais en gros, l'article résume les 3 méthodes employées pour manipuler les chiffres, et les 2 premières méthodes qui sont employées pour manipuler les chiffres de Rotten Tomatoes, je les ai vues faire en France.
Voilà. La troisième, non, parce que la troisième est tellement absurde et déconnectée de la réalité que, voilà, je suis obligé de faire une sorte de top. La troisième va vous étonner. La troisième va vraiment vous étonner. Mais les deux premières méthodes de manipulation critique sont extrêmement communes et s'appliquent donc à Rotten Tomatoes comme à la critique en général de n'importe quel film sur n'importe quel territoire. La première méthode de manipulation des chiffres consiste à inviter en projection presse ou en avant-première seulement des critiques sympas. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Vraiment, je l'affirme, t'es un distributeur, t'as pas trop confiance en ton film, tu veux pas qu'il se fasse rafaler, tu n'invites que des critiques que tu sais acquis à ta cause. Tout le monde fait ça. Parce que tout le monde a peur de se faire rafaler et que son film se plante en salle. Tout le monde fait ça. C'est pour ça, bien souvent, notamment aux États-Unis, que les films Marvel commencent avec un pourcentage extrêmement élevé. C'est parce que les projections du film ainsi que les avant-premières n'ont laissé l'entrée qu'aux personnes qu'on savait déjà être des purs Marvel zoos qui allaient dire du bien du film. On invite parfois pas trop les critiques professionnelles, mais on va inviter les blogueurs. Et comme je disais, dans le listing de Rotten Tomatoes, la critique d'un blogueur ou la critique d'un professionnel du métier qui fait ça depuis 40 ans, a la même valeur. Et donc, du coup, ça permet de rehausser le pourcentage de Rotten. Ils veulent pas inviter des gens qui risquent d'éclater le film. Ils veulent inviter que des purs Marvel zoos, des blogueurs qui ont un site qui s'appelle je suis fan de Marvel.com et qui, ils sont sûrs, vont donner une tomate bien fraîche pour dire que le film est génial. La note baissera forcément dans les semaines qui suivent, mais c'est pas grave, parce que le film est déjà sorti. Le film a déjà eu un peu sa cote de hype, on a pu communiquer sur les premiers chiffres de Rotten Tomatoes. Et donc, du coup, on a peut-être gagné quelques millions dans l'affaire, donc c'est déjà gagné. C'est pour ça que très souvent vous voyez passer des articles sur n'importe quel film en disant les premières critiques américaines sont dithyrambiques. Parce que les premières critiques américaines, elles ont été invitées pour être dithyrambiques, pas pour avoir un avis particulièrement objectif. Exemple récent avec The Flash, qui est un film sur lequel j'ai un avis restreint, minime, voilà, on va dire ça comme ça. Il a commencé sa course sur Rotten Tomatoes à 95%, ce qui est absolument énorme. Et ça a permis au studio de mettre dans les bandes annonces, regardez, The Flash est à 95%. Le truc, c'est que s'il était à ce chiffre-là, vous vous doutez bien que les gens qui avaient écrit des critiques sur le film étaient des gens qu'on savait déjà acquis à la cause. Et quand d'autres professionnels de la critique ont vu le film, ont ajouté leurs critiques sur Rotten Tomatoes, et dans les semaines qui suivent, The Flash est passé de 95 à 63%. Mais comme je disais, ils avaient déjà pu sécuriser quelques millions en salle. C'était déjà gagné. Et 63% pour The Flash, c'est trop. Voilà, d'un avis tout à fait personnel. Deuxième méthode pour essayer de manipuler les chiffres concernant un film, l'envoyer en festival. Alors attention, parce que tout dépend le festival. On sait notamment que la critique au festival de Cannes est assez acerbe, assez méchante. Et c'est pour ça notamment que énormément de studios américains refusent d'envoyer leurs films à Cannes parce qu'ils savent que les journalistes là-bas sont extrêmement remontés et que ça va souvent partir en couille en termes de notation. Mais par exemple, sur le territoire américain, les festivals américains sont beaucoup plus tendres. Venise aussi a une critique qui est parfois beaucoup plus tendre, notamment avec les films indépendants. Et c'est comme ça notamment que les films The Whale et Blonde ont démarré sur Rotten avec 84% et 86%. Un score vraiment haut qui annonçait justement du cinéma un peu plus indépendant, mais de grande qualité. Beaucoup se sont hypés autour de ça, puis le film est sorti hors des circuits festivals, et là d'autres professionnels de la critique ont pu voir le film, et la note a diminué, puisque The Whale est passé à 64% et Blonde à 42%. Forcément, la note change après, mais on se sera reposé à un moment d'un petit succès de gens bourrés en festival pour réussir à faire parler du film. Et ça aura suffi. Donc voilà, ça c'est deux méthodes assez connues que quasi tout le monde utilise, faire de la rétention de critiques pour obtenir des meilleurs chiffres d'ici la sortie. Tout le monde fait ça, c'était les deux premières méthodes basiques. Mais il y en a une troisième qui est révélée par l'article et qui est abusée. Non, sans déconner, c'est abusé. En 2018 est sorti le film Ophélia. Alors Ophélia, c'est un film avec Daisy Ridley, Naomi Watts, Clive Owen, un très gros cast autour d'une relecture d'Hamlet, un film dont j'avais jamais entendu parler de ma vie. Et du coup, mon premier réflexe en lisant l'article qui parlait d'Ophélia, c'est d'aller taper dans Rotten Tomatoes Ophélia pour aller voir sa note. L'article est indisponible. 404 not found. Où qu'il est passé l'article, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce que révèle l'article de Vulture, c'est que quand le long métrage est sorti en 2018, il a débarqué sur Rotten Tomatoes avec une moyenne à 46%. Une moyenne donc basse. Une moyenne qui annonçait que le film n'était pas fresh, qu'il était rotten. Et ça n'a pas beaucoup plu aux distribs qui ont engagé une boîte de RP autour du film qui s'appelle Bunker 15, Bunker 15, voilà, et qui ont demandé de faire changer la note de Rotten Tomatoes. Et pour ça, ils ont utilisé une méthode bien à eux. En gros, ils ont payé des critiques cinéma pour qu'ils écrivent des bonnes critiques sur le film. Voilà. C'est aussi simple que ça, de manipuler un chiffre aussi important. Ils ont payé des critiques, montrant que tout pouvait s'acheter, même
un chiffre de pourcentage sur Rotten Tomatoes. En gros, ils ont eu deux manières de faire. La première, c'était de demander à des gros critiques de publier leurs critiques négatives sur des sites qui n'étaient pas repérés par Rotten Tomatoes, mais de faire un billet un peu plus positif sur leurs médias principaux, de manière à ce que ce soit une critique positive qui s'affiche sur Rotten. Et l'autre méthode, vu que, comme je vous disais, ça a autant de valeur que t'écrives dans Variety ou sur un tout petit blog pour Rotten Tomatoes, c'était d'aller chercher des tout petits blogueurs et de les payer pour qu'ils écrivent une critique positive du film, et que du coup, ça augmente le nombre de critiques sur la page et que ça augmente le pourcentage. Et du coup, ils les ont payés. Ils ont acheté des critiques. Et on a le tarif, en moyenne, ils ont payé les critiques $50. Un montant qui peut être interprété de deux manières différentes. La première, que les studios ont vraiment pas beaucoup d'argent pour faire leur manipulation abusée, ou que les journalistes critiques sont quand même extrêmement peu payés pour accepter aussi peu d'argent pour renier leurs propres intérêts critiques. Et vu que je sais à quel point le travail de journaliste critique c'est un boulot précaire, je vais choisir la deuxième option, parce que accepter $50 pour renier ton objectivité, ce qui fait ton métier, ce qui fait qu'on vient te voir toi pour ton avis sur les films et dire mon avis il vaut 50 balles pour être changé, modifié et manipulé, ça prouve que le métier de journaliste critique, c'est précaire. C'est vraiment précaire. Je sais que ce que je disais tout à l'heure pouvait énerver, mais est-ce que vous comprenez mieux pourquoi j'expliquais que vouloir mettre toutes les critiques dans le même mixeur, ça peut donner des dérives absolument débiles. Et concernant le film Ophélia, résultat des courses, la note est passée de 46% sur Rotten Tomatoes à 62%. Donc le logo sur l'affiche du film n'affichait plus une tomate pourrie, ça affichait une tomate fraîche. Paris gagné. Et les studios ont manipulé les chiffres en se disant que de toute manière, le public était trop con pour réussir à se faire son propre avis. En résumé, pour essayer de donner un peu mon avis global sur cette affaire, mais quand vous lisez une critique, quand vous regardez une critique, quand vous écoutez une critique, pensez cette critique par le biais de la personne qui l'émet. Lisez la critique en entier, ne résumez pas la pensée critique à un chiffre, et surtout, essayez de vous renseigner qui a émis cette critique, qu'est-ce qu'il pense d'habitude des films de tel ou tel réalisateur, qu'est-ce qu'il pense de tel ou tel courant de pensée, pourquoi il démontrait ce film plutôt que celui-là, qu'est-ce que la note qu'il a donnée symbolise pour lui, qu'est-ce que la note qu'il a donnée symbolise pour vous. Et un pourcentage exprimé sur un site américain ne devrait être qu'une infime variable de votre envie de voir un long métrage. Parce qu'à la fin, le film c'est vous qui le voyez, c'est pas un autre. C'est vous qui vous forgez votre propre avis et votre propre culture. C'est votre pensée qui compte, pas celle d'un autre. Pas un chiffre plaqué, pas une moyenne aussi facilement manipulable par des studios qui servent leurs propres intérêts. Et sur ce, de mon côté, je retourne noter des films sur Letterboxd. Si ça vous intéresse, je donne que des bonnes notes aux films d'action coréens et que des mauvaises notes aux Marvel. Voilà. Allez, on avance. Bon, vous commencez à le comprendre, la semaine dernière, j'étais en France, et qui dit en France dit que j'ai passé une tête à Paris, et qui dit que j'étais à Paris, que j'en ai profité pour aller au cinéma. Et quitte à aller au cinéma, je me suis dit, tiens, je vais aller au UGC Les Halles, ce plus grand cinéma d'Europe, qui pratique le 9h des Halles, où je peux voir des films sympas dès 9h du matin. D'ailleurs, j'y ai vu Vision de Yann Gozlan avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitz, on en parlera dans l'émission de lundi. Et bref, je poste une story pour dire que je suis au UGC Les Halles et que j'ai vu un film et que je suis trop content, et là, mes DM Instagram ont explosé. Vraiment, j'ai reçu, mais sans déconner, une trentaine de messages de gens qui m'ont dit « Attention, tu vas au UGC Les Halles, fais gaffe aux punaises de lit !» Et comme je vous dis, moi, je lis le premier message, le deuxième message, et je m'en fiche un peu de cette histoire de punaises de lit. Et puis, force d'en recevoir, je me dis « Mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi cette histoire de punaises de lit dans les cinémas parisiens ?» Du coup, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Voilà, je me suis renseigné d'où ça vient cette histoire de punaises de lit. Est-ce qu'on peut plus aller au cinéma à Paris sans rentrer chez nous et cramer nos vêtements ensuite ? C'est une question. C'est une question qui se répond par la négative. Non. Tous les cinémas sont pas infestés de punaises de lit. Non. Le phénomène des punaises de lit dans les cinémas, c'est pas un phénomène nouveau dans les cinés, mais c'est pas un phénomène nouveau non plus dans la société française. Chaque lieu qui abrite du public, à un moment ou un autre, a un risque d'y voir des punaises de lit débarquer. Parce qu'il y a des gros dégueux qui font pas gaffe, qui se ramènent sans se laver au cinéma, qui ramènent leur merde avec, comme dans tout lieu public en fait. Et du coup j'ai fait des recherches parce que visiblement c'était le scandale les punaises de lit à l'UGC, et en faisant quelques recherches d'articles je me suis rendu compte qu'il y a eu une histoire de punaises de lit dans un cinéma en Lorraine en 2017. En septembre 2018 c'était au Pâté Liberté de Toulon. En novembre 2018 et en juillet 2019 c'était au MK2 Quai de Loire, et en septembre 2020 c'était au MK2 Beaubourg. Bref, c'est pas un phénomène nouveau, c'est quasi épisodique et ça ne mérite pas de déserter absolument toutes les salles de cinéma parisiennes sous prétexte que attention quoi qu'il arrive tu vas ramener des punaises de lit chez toi. C'est faux.
C'est entièrement faux. Le nouveau drame qui a fait tout péter actuellement, il vient d'UGC Bercy. Voilà, à l'UGC Bercy dans le 12e, il y a une personne sur Twitter qui s'appelle Nawal qui a fait remonter être piquée par des punaises de lit. Et elle n'était pas la seule, visiblement, il y a eu un mouvement de plein de spectateurs qui ont dit « Ah oui, effectivement, moi aussi, à l'UGC Bercy, je me suis fait piquer par des punaises de lit. » Et c'est remonté jusqu'à la direction, c'est remonté sur les réseaux sociaux et ça a explosé un peu partout. Mais ça a explosé un peu partout à un niveau, ça part en couille sur Twitter, quoi. C'est-à-dire qu'on part d'une information un tant soit peu vérifiable et on en fait des montagnes et ça part dans tous les sens et chacun met son grain de sel et au final c'est la planète entière qui vit sur une énorme punaise de lit. Vraiment c'est parti dans un drama monstrueux, ça on a parlé sur BFM et tout, où t'as des gens qui disaient mais est-ce que je peux aller au cinéma sans risquer d'avoir des punaises de lit? Tous les cinémas de Paris étaient infectés. Merci les tweetos, changez rien, continuez à jouer avec votre caca, visiblement ça prend, voilà. Et donc là tu commences à lire les tweets, tu te rends compte que le MK2 bibliothèque serait infecté de punaises de lit, UGC les Halles aussi, à base de tweets du style salle 10, j'y mettrai jamais les pieds et je soupçonne aussi la salle 37. Quelle certitude, quelle source? Visiblement, on s'en fout. Comme je disais, Paris est devenu une véritable punaise de lit et le MK2 Beaubourg va se renommer MK2 Gratouille. Voilà. Bon, si on veut revenir à quelque chose d'un peu plus rationnel, Richard Patry, le patron du FNCF, la Fédération Nationale des Cinémas Français, a été interviewé sur BFM TV et il a annoncé que dès que les exploitants des salles ont été prévenus et qu'on a fait remonter les infos qu'il y avait des punaises de lit, ils ont mis en place ce qu'il fallait pour arrêter ça. En gros, on parle de salles et de sièges qui ont été désinfectés et après avoir été désinfectés, ils font passer une brigade canine qui vient vérifier justement s'il n'y a pas encore des restes de punaises de lit à ces endroits. Tout ça a été confirmé ensuite par un communiqué d'UGC eux-mêmes qui ont dit que oui, voilà, c'est bien parti d'un cas à l'UGC Bercy, mais que celui-ci a été traité et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de punaises de lit à l'UGC Bercy. Ils sont même allés loin dans le communiqué, parce qu'ils ont filé le nom des partenaires avec qui ils bossaient pour le nettoyage. Bon, ils en étaient obligés vu l'ampleur du délire que ça avait pris, mais voilà, ils sont allés à fond dans le communiqué. Bon, par contre, la pauvre nana lanceuse d'alerte qui avait balancé le truc, visiblement le simple dédommagement qu'elle a eu, c'est une place de cinéma gratuite. Voilà. Bon, c'est un peu du foutage de gueule. C'est un petit peu du foutage de gueule. Si je me permets de parler de ce sujet-là maintenant, même si ça paraît complètement infime, l'invasion des punaises de lit du cinéma, c'est que j'ai vu passer des tweets absolument scandaleux de gens qui ont expliqué que « Ah non, moi je n'irai plus jamais de ma vie dans un cinéma UGC parce que j'ai trop peur des punaises de lit. » Des gens qui vont se refuser d'aller dans l'entièreté tout un parc de salles de cinéma parce qu'il y a un risque de punaises de lit. Mais les amis, je suis désolé. Soyons clairs, les punaises de lit sont un problème présent dans quasiment tous les lieux publics et quand ça arrive, il faut faire remonter l'info. C'est important. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait Nawal, c'était important, à savoir faire remonter l'info directement pour que le sujet puisse être traité, que les salles puissent être nettoyées et que le public puisse être accueilli en toute sécurité parce que les punaises de lit, c'est une véritable chienlit. Et c'est ce qui a été fait à la base, ça a permis de nettoyer tout ça et c'est extrêmement cool. Mais partir en hallucination collective pour expliquer que l'entièreté des salles de cinéma sont des réservoirs à punaises de lit, il faut arrêter. Faut redescendre. C'est des cas isolés qui ne font pas la majorité des cinémas parisiens et qui ne font clairement pas la majorité des cinémas tout court. Vraiment, je pense que vous réalisez pas le nombre de DM que j'ai reçus de gens qui disaient « Ah, quoi, tu vas au UGC les Halles, mais moi j'y fous plus les pieds parce que les punaises de lit, blablabla. » Alors, il y a 37 salles au UGC les Halles. Je pense qu'à la loterie de la vie, je vais réussir à tomber sur le fauteuil de la salle où il y en a pas. Je pense, Encore une fois, force à la meuf qui s'est fait piquer parce que c'est jamais agréable. Tu viens dans un lieu de divertissement, c'est pas là pour ramener des saloperies à la maison avec, évidemment. Mais arrêtons avec les messages qu'on va passer sur les réseaux sociaux, des gens qui incriminent l'intégralité des salles de cinéma parisiennes, l'intégralité de tout un parc de cinéma sur un pays. Parce que c'est absurde. Si vous avez des infos, faites-les remonter. Si vous avez des certitudes, si vous vous êtes fait piquer, montrez-le pour que ça puisse changer et qu'il n'y ait pas d'autres personnes à qui il arrive la même chose. Et pour le reste, regardez des films. Parce que voilà, c'est bien de regarder des films. Et depuis le début où je vous raconte tout ça, ça me gratte. Est-ce que moi aussi j'ai ramené des punaises de lit? Peut-être. Allez, on avance. Hey, si tu vois ça, c'est que tu es dans la partie YouTube de l'émission. Dans la partie podcast, on est en train d'analyser un article qui montre à quel point les Anglais sont fascinés par la manière dont nous, Français, nous vendons les films. Voilà, je t'encourage aussi à aller écouter le podcast. Mais aujourd'hui, dans la partie YouTube, ça va être simple. J'adore les cinémas, j'adore les parcs d'attractions. Parlons cinéma et parcs d'attractions. Chaque année à Halloween, au parc Universal Studios aux États-Unis, est organisé ce qui s'appelle les Halloween Horror Nights. C'est des nuits où tu peux rentrer dans le parc, où il va y avoir des animations un peu horrifiques, mais surtout des attractions créées spécialement pour Halloween, à savoir des parcours scéniques, tu sais, ces parcours où tu te balades à pied et où des gens te font bouh, bouh, bouh. Voilà. Et ils font ça. Les parcours scéniques horrifiques qui sont des trucs où, personnellement, par exemple, je ne foutrais jamais les pieds parce que je suis une turbo flippette de ce genre de choses. Par contre, j'adore le regarder en vidéo. Parce que ce qui est intéressant à Universal, c'est que c'est pas juste des parcours scéniques sur une sorcière.
ils adaptent des longs métrages en parcours scénique. Et donc c'est toujours intéressant et passionnant pour moi qui aime certains films d'horreur de les voir soudainement prendre vie en tant qu'attraction. Et de toute manière, c'est la particularité d'Universal Studios de faire des attractions autour des films. J'ai déjà eu la chance d'y aller et j'y ai vu des attractions absolument incroyables, genre l'attraction tirée de la momie est absolument folle, les attractions autour des films Harry Potter sont dingues. Par contre, l'attraction Fast and Furious est nulle à chier. Et alors, il y a une attraction E.T. Je vous encourage juste à taper E.T. Universal Studios dans Google. En fait, tu pénètres la planète de E.T. et c'est juste des créatures. C'est très bizarre. C'est extrêmement bizarre. Bref, donc c'est pas anodin le fait que je veuille en parler maintenant parce qu'il y a eu le soft opening de la version de 2023 et donc on a pu voir quels sont les nouveaux films, les nouvelles séries qui ont été adaptées en attraction d'horreur à Universal. Alors dans celle qu'on a pu voir que j'avais envie de débriefer avec vous parce que comme je vous dis c'est un sujet que j'adore, ils ont adapté Last of Us, voilà, en attraction. Alors il y a des visuels que je trouve quand même assez épatants. Tout le but c'est de te proposer de suivre Ellie et Joel qui vont devoir combattre à la fois des gens qui viennent à peine d'être infectés mais aussi des grosses bestioles avec des champignons au milieu du visage. Et personnellement je la trouve assez fascinante dans ces visuels parce qu'ils se sont donnés sur les costumes pour essayer de te faire vivre de l'intérieur l'expérience Last of Us. C'est, je pense, pour être honnête, une des plus réussies que j'ai pu voir en vidéo cette année. Dans les autres choses, ils ont aussi fait une Universal Monsters, comme ils le font à chaque fois. Voilà, ils adaptent un pan des Universal Monsters en attraction. Et cette année, pour être honnête, je la trouve un peu décevante. Voilà, je préfère celle qu'ils avaient fait dans le passé. Notamment, il y a 2 ans, ils en avaient fait une autour de la fiancée de Frankenstein. Si jamais vous retrouvez la vidéo, ça a vraiment de la gueule dans les décors qu'ils avaient construits. Et ils ont aussi fait, comme chaque année, un nouveau parcours sur Stranger Things. Voilà, qui dit nouvelle saison de Stranger Things, dit nouveau parcours Stranger Things. Bon, ils ont ramené Vecna, je m'en fous. Voilà, je m'en fous un petit peu. Et par contre, la dernière qu'ils ont fait vraiment adaptée d'un film, c'est sur le nouveau film The Exorcist Believer. N'allez pas regarder la vidéo. Voilà, je vous le demande, n'allez pas regarder la vidéo. Le film n'est pas encore sorti en France, n'est pas encore sorti aux États-Unis. Sauf que le parcours se base sur le film. Et donc, raconte des scènes emblématiques du film qui sortira dans quelques semaines. Du coup, n'allez pas regarder ce parcours, attendez d'avoir vu le film, parce que j'ai été bête, moi j'ai regardé, du coup je me suis fait spoiler certains trucs, et j'ai très hâte de voir le film. J'ai extrêmement hâte de voir le nouveau film de l'Exorciste. Et quitte à vous parler de ça et vous partager en entier ma passion des POV de parcours scéniques, de parcs d'attractions à Halloween, oui, c'est vraiment un sujet extrêmement niche autour du cinéma, j'avais envie de vous conseiller certaines vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube de parcours qui étaient complètement dingues. Déjà, en 2019, ils en ont créé 2 qui étaient complètement fous, ils en ont créé un sur la Maison des 1000 morts de Rob Zombie, absolument dingue, je pense un des parcours les plus glauques qu'ils aient jamais créé, et dans le même temps ils en avaient créé un autour du film Us de Jordan Peele. Là aussi ils ont donné vie à certains décors, notamment toute la partie de fin du film Us, c'est génial. En 2018 j'avais été un peu déçu de ce qu'ils avaient créé. La meilleure c'est quand ils font des rétrospectives, ils prennent des anciens films, ils avaient fait Halloween 4 qui était pas mal, mais celle qui était vraiment dingue c'était celle de Poltergeist. Voilà, la manière dont ils ont redonné vie à certaines scènes de Poltergeist, c'est assez fascinant. En 2017 il y en a 2 auxquelles vous devez jeter un coup d'œil. Il y en a une qui est autour des films Blumhouse. Alors attention parce qu'ils font souvent des trucs autour des films Blumhouse, notamment en 2021 ils l'ont fait, où ils avaient adapté Freaky et Black Phone. C'était vachement moins bien. Celle de 2017 est cool, et surtout en 2017 ils en avaient fait une autour de Shining. Et le parcours Shining, c'est un des plus colossaux qu'ils ont créé, je pense. Ça a dû leur coûter un peu nom de dingue. Et une dernière pour la route, une à laquelle vous allez pas vous attendre, parce que même moi quand je l'ai découvert je me suis dit mais attends, ils ont vraiment fait ça. L'année dernière ils ont fait un parcours d'horreur autour de The Weeknd, le chanteur, qui s'appelait The Weeknd After Hours, et qui reprenait toute l'esthétique, justement, chirurgie esthétique et tout le bordel. Il y a 2-3 scènes à l'intérieur de ce parcours-là qui sont tellement malines dans le côté terrifiant. Allez jeter un coup d'œil à celle-ci. Bref, voilà, c'était vraiment le sujet extrêmement de niche, ça touchait complètement au cinéma, on parle d'adaptation de cinéma en parc d'attractions, je suis dans les clous, j'ai le droit, vous allez pas me le reprocher cette fois, et je suis sûr que dans les commentaires, je vais retrouver des gens qui disent « Mais moi aussi, je mate des POV de parcs d'attractions, et c'est cool, on fera un groupe ensemble, on sera 5, on fera des cookies, ce sera super, et on regardera des vidéos sur YouTube. » Allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram où je vous encourage à venir justement poser des questions. Donc, suivez-moi sur Instagram si vous voulez pouvoir poser votre question. Et aujourd'hui, la question me vient de Fabien RBR qui me demande tes pronostics sur la durée de la grève. Et je veux prendre cette question parce qu'elle revient beaucoup. On me l'a même posée récemment en soirée, des potes qui m'ont dit « Mais tu penses qu'elle va durer combien de temps la grève ?» Et à chaque fois, je me retrouve dans la même impasse qui est que je n'en ai aucune putain d'idée. Si je devais faire déjà un truc au doigt mouillé, je devrais dire que la grève va durer jusqu'en 2024. Voilà. Là, je me mouille pas trop en faisant ça. Parce qu'on est sorti de la fin de saison de production des séries, donc y a rien à relancer tout de suite d'important en termes de séries télé. Parce que les studios ont repoussé leurs films pour une grande partie en 2024. Du coup, ils sont pas pressés. Parce que les cérémonies aussi de remise des prix ont été repoussées à plus tard en 2024. Donc là aussi, il y a pas d'urgence. Donc que la grève finisse maintenant ou dans 3 mois change pas grand chose si ce n'est que des gens vont perdre du pognon. Mais à part ce détail-là, pour l'industrie en elle-même, pour les sorties à venir, ça change pas grand chose. Je pense que la MPTP, le syndicat des studios et des plateformes,
Ils misent sur un épuisement du mouvement. Voilà, ils se disent, si on les laisse galérer encore quelques mois, au bout d'un moment, ils vont renoncer ou ils vont devenir un peu plus malléables et pouvoir négocier un peu plus facilement. Sauf qu'ils ont à demi-raison, parce que les acteurs, eux, ils sont prêts à tenir, ils ont reçu de l'argent, et même la SAG-AFTRA, qui représente les acteurs, ont annoncé qu'ils voulaient étendre la grève au domaine du jeu vidéo pour défendre les intérêts des comédiens et comédiennes qui bossent dans le monde du jeu vidéo. Donc ils sont pas prêts de lâcher de ce côté-là. Par contre, les scénaristes, eux, ils ont reçu moins de soutien. Ils sont dans une situation un peu plus incertaine. Et t'en as énormément qui sont en train de parler actuellement de vouloir faire des reconversions. Preuve donc que ça va être plus compliqué pour eux de tenir. Ce que je pense en vrai personnellement, et c'est juste moi, vraiment c'est mon avis, qui n'est pas du tout une parole d'évangile, c'est juste au vu des analyses récentes que j'ai fait. Je le disais tout à l'heure, les studios vont faire durer la grève. Ils vont attendre le plus longtemps possible. Ce qui est peut-être positif pour eux parce qu'au bout d'un moment des gens seront épuisés, ou peut-être négatif en face parce que au contraire, ils auront fait l'erreur de laisser les gens rester dans la haine extrêmement longtemps et les gens voudront plus bouger d'un seul centimètre. Le truc c'est que la grève aussi a aujourd'hui un côté un peu salvateur parce qu'elle permet de faire ressortir des choses. J'en ai pas parlé dans l'émission parce que ça a pas de rapport avec le cinéma, mais il y a un gros drama actuellement autour de l'émission de Jimmy Fallon parce que t'as énormément d'employés qui ont révélé qu'ils bossaient dans des conditions absolument désastreuses et que leur boss et même Jimmy Fallon traiter leurs employés comme de la merde. Le temps fait que la parole des grévistes devient plus libre. Et donc du coup, je pense que les studios font une erreur en la laissant traîner trop longtemps. Après, ils sont peut-être dans des réflexions actuellement pour essayer de faire des moves et retourner l'opinion publique envers eux. J'en pensais à un récemment qui a l'air con comme la lune, mais j'y réfléchissais. Je me disais, voilà, là on a eu l'annonce récemment que la saison 2 de One Piece était déjà écrite et qu'elle pourrait partir en tournage dès que la grève se terminerait. Si Netflix veut retourner une partie de l'opinion publique de leur côté, de manière très idiote, ils annulent la saison 2 de One Piece. Une série qui a trouvé son public, où des gens soutiennent le truc à mort, et ils passent ça en justifiant que on a perdu trop d'argent à cause de la grève, c'est la faute des grévistes s'il y a pas de One Piece saison 2. Je sais pas si ça retournerait l'opinion publique. Je suis sûr que des cons tomberaient dans le panneau. Personne peut prédire en fait quand la grève va se terminer, la seule réponse qu'on peut donner c'est qu'elle va durer longtemps. Voilà, déjà ça on peut le dire. Et peut-être que pour l'industrie du cinéma en général c'est une bonne chose parce que les petits studios eux ils ont accepté les clauses, ils sont retournés au boulot et actuellement ce qu'on va avoir en salle c'est des films indépendants, des films plus petits qui vont permettre de mettre en lumière un autre cinéma américain que celui des gros studios et de la violence de certains blockbusters. Peut-être que c'est ça l'avenir du cinéma, le retour des petits studios. Oui, je rêve d'un nouvel âge d'or façon années 70. Peut-être que non, peut-être que oui. On sait pas. En tout cas moi personnellement, j'ai pas la réponse. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir. Vous le savez, vous pouvez participer dans l'émission. Là, c'est une émission où quelqu'un participe. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un audio j'ai tapé dans mon micro. Il a envoyé un audio de 3 minutes environ à l'adresse mail lepirepodcastiné@gmail.com. Moi, j'ai écouté des audios et je me suis dit, tiens, celui-là m'intéresse. Il va passer dans l'émission aujourd'hui. Donc, toi aussi, si tu veux, envoie un audio. De quel film on va parler pour terminer cette émission? J'ai écouté un audio qui m'a fait plaisir parce que c'est un film que j'ai vu il y a quelques années et que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Et écouter cet audio m'a permis de me replonger à l'intérieur de ce long métrage, à l'intérieur de l'Italie, à l'intérieur de certaines senteurs. Aujourd'hui, c'est Augustin qui vous parle de cinéma et le film qu'il vous présente est un film que j'aime beaucoup. Salut à tous, salut Victor. Aujourd'hui, je vous parle de La Grande Bellezza, un film italien sorti en 2013, 7e film du grand réalisateur Paolo Sorrentino, qui obtient cette année-là l'Oscar du meilleur film étranger. C'est un film important pour le réalisateur parce que c'est un retour entre guillemets à son propre cinéma, à son art. Il avait essayé de s'exporter à l'international et ça n'avait pas été une expérience du tout concluante pour lui. Avec ce film, il rappelle à ses fans, et il y en a beaucoup, que son cinéma est toujours très subtil, très sensible et en même temps sur ce film particulièrement puissant. Le film, il nous fait suivre les escapades nocturnes de Jeb Gambardella, un ancien écrivain qui a eu un très grand succès littéraire et commercial quand il avait 26 ans, mais qui depuis n'a toujours pas réécrit une œuvre de valeur. Et 30 ans plus tard, lui qui était au début si jeune, plein de vie et ambitieux, il se retrouve désabusé et usé par la vie. On le comprend dès le début du film, il s'est laissé happer par le tourbillon de la haute société, de ses plaisirs faciles, de la fête, de l'opulence éphémère, etc. Mais un soir, il y a une espèce d'instinct de vitalité, il sort de son lit et il part se balader dans Rome la nuit et contempler la ville tout simplement et la vie des gens qui composent cette ville. Sous le prisme du regard cynique et désabusé du protagoniste, on va se balader avec lui dans Rome et tout simplement observer. Y a-t-il encore de la beauté à aller chercher pour un vieux écrivain raté et usé par la vie? Est-ce que cette quête spirituelle le conduira à retrouver ou pas le goût de l'écriture et de la vie? Vous l'aurez compris, ce film est assez artistique et plutôt philosophique. Il aborde des notions profondes comme la notion de bonheur, mais aussi de création et de recherche artistique, mais ne tombe jamais dans le cliché. Le film nous surprend, il s'affranchit de nombreux codes de narration et pourtant nous embarque dès le début. C'est un film, comme je disais, subtil et donc il n'est pas manichéen, il n'y a pas de méchant ou de gentil, de bonne vie à vivre ou de mauvais choix à prendre.
Tout simplement, on observe ce qu'il advient de la vie des gens et qui composent cette ville de Rome, cette sublime ville de Rome. Qu'est-ce qu'elle est bien filmée dans ce film. Pour moi, c'est un film qui est réservé aux gens sensibles. Si vous aimez aussi créer, que ce soit écrire des histoires, du rap, des scénarios, des dialogues, des scripts de vidéos, peu importe, je pense que c'est le film qui résonnera le plus en vous. C'est extrêmement rafraîchissant et inspirant. Il y a le même aspect surréaliste et parfois onirique qu'on peut retrouver dans de nombreux films comme Neon Demon, Under the Void, Under the Silver Lake. Il y a ce côté artistique et ce parti pris artistique qui est très agréable. C'est pas tous les films qui se font et personnellement, c'est le seul film qui m'a fait pleurer de joie et donc non pas de tristesse ou d'empathie pour un personnage, mais de joie. Il faut bien parfois y répondre à cette question bateau de quel est le sens de la vie et je trouve que ce film y offre des réponses très profondes, subtiles et éternelles sans jamais en devenir lourd ou pompeux. Foncez le voir, c'est différent, c'est génial. Merci Augustin, merci pour la grande bellezza, merci pour Paolo Sorrentino. Si jamais vous voulez participer dans l'émission, vous le pouvez aussi, comme je le disais, lepirepodcastiné@gmail.com. Vous pouvez venir parler de cinéma, me contredire sur certains films, vous pouvez venir. Alors venez, qu'est-ce que vous attendez ? C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Ça y est, je reprends dans le décor. Je suis un peu plus en forme, je me sens mieux comparé à la dernière émission où j'ai dû tourner en extérieur, où j'avais envie de mourir, c'était terrible. Ma dernière nuit, à cause du jet lag, a duré de 20h30 à 5h du matin. Je peux vous dire que j'ai une patate, c'est hallucinant. Je suis prêt, je suis chaud, je suis ready à reprendre les émissions dès lundi. Voilà, lundi, mercredi, vendredi à 7h du matin. Je serai là pour votre dose tous les 2 jours de cinéma, j'allais dire quotidienne. Non, imagine, je devais faire l'émission tous les jours. Mon Dieu, non. Pour l'instant, c'est fini. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.